Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Vous êtes historien, anthropologue, chercheur à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres et en septembre 2002, d'Après l'Empire, essai sur la décomposition du système américain, qui a été publié chez Gallimard. C'est un livre polémique, paradoxal, un livre qui a semé le trouble, un peu de zizanie même dans le milieu des spécialistes des États-Unis et des études américaines, puisque la thèse principale de ce livre, on va y venir en détail au cours de cette émission, la thèse principale de ce livre, c'est celle du déclin américain. La puissance américaine, c'est en quelque sorte une queue de comète, une fin de puissance pleine d'incertitudes et de contradictions. Alors, avant de voir la façon dont vous construisez, vous étayez cette thèse, d'où vous est venue tout d'abord l'intuition peut-être de ce déclin américain? L'intuition, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai écrit il y a plus d'un quart de siècle La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique. J'ai eu le sentiment que les gens se trompaient. C'est-à-dire, je ne suis pas indigné, je n'étais pas indigné moralement, j'étais indigné intellectuellement, d'une certaine manière. Je veux dire, en 1976, quand j'avais publié la chute finale, tout le monde parlait de l'expansion du système soviétique, s'inquiétait de l'activisme militaire de l'Union soviétique, et les gens percevaient bien un ralentissement de l'économie soviétique, et on se au cœur de la Russie, mais les gens interprétaient l'agressivité internationale de la Russie comme un signe de puissance montante. Et moi, j'avais eu le sentiment à l'époque, à partir d'indicateurs, de mortalité infantile et d'autres choses, qu'on se trompait et que le système, en fait, était en train de se décomposer. Et là, ce qui m'a mis en mouvement en termes de recherche et d'écriture, c'est exactement le même sentiment, c'est-à-dire que c'est vrai que l'Amérique apparaît très agressive, très unilatérale, qu'elle manifeste un activisme militaire pour le moins inquiétant, et comme d'habitude, je dirais, tous les 25 ans, eh ben, les gens se disent, mais c'est parce qu'elle a la seule puissance, l'hyperpuissance, et je me suis dit, non, c'est pas ça du tout, c'est la même chose, cet activisme diplomatique et militaire est le signe d'un déclin. Et c'est ça qui m'a mis en mouvement. Est-ce que les attentats du 11 septembre ont joué un rôle aussi dans la construction de cette thèse? C'est-à-dire, ça m'a déclenché, je dirais, en un sens pratique, parce que j'avais pris une chronique le mardi matin sur France Culture, la semaine qui a précédé le 11 septembre, et de fait, j'ai été amené une fois par semaine à parler d'événements, je choisissais mon sujet, mais en pratique, dans l'année qui s'écoulait, les États-Unis, la guerre contre le terrorisme occupait beaucoup de place, et j'avais fini par ressentir en cours de commentaires dans l'année un certain sentiment d'insatisfaction, parce que je n'avais pas le sentiment que, c'est pas tellement que 3 feuillets lus, c'est trop court, c'est que j'avais pas la semaine ne me donnait pas l'espace de temps pour réfléchir et construire un modèle. Et donc, le 11 septembre, oui, le commentaire des événements, mais le 11 septembre en lui-même est assez périphérique dans mon modèle. Je veux dire, la plupart des tendances que j'analyse sont des tendances de beaucoup plus longue durée, et au pire, le 11 septembre, pour moi, le 11 septembre, c'est quelque chose qui a mis en évidence, je dirais sur le plan symbolique, la fragilité et la dépendance au monde de l'Amérique. Donc, en ce sens, c'est important. Mais c'est un peu à côté du modèle. Fragilité, vous dites, fragilité et dépendance au monde de l'Amérique, oui. C'est-à-dire que c'est un événement qui a malgré tout souligné quoi? C'est-à-dire que, en fait, la thèse centrale de ce livre, c'est le renversement du rapport de l'Amérique au monde. C'est un modèle de longue durée, hein. C'est dans l'instant, on est dans une accélération de l'histoire, et il y a des changements qui vont très vite et qui sont maintenant, mais c'est un modèle de longue durée. Et en fait, ce que j'analyse, c'est ce renversement. Donc, qu'est-ce que c'est le renversement? Vous prenez la situation des États-Unis au XXe siècle, je dirais du début de 1900 à 2000, avec un point central au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Prenons le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est que les États-Unis? C'est la plus formidable puissance économique qui ait jamais existé. C'est au lendemain de la guerre 50% du produit industriel mondial. C'est une armée qui est incommensurablement plus puissante que tout ce qu'on a vu jusqu'alors, et à tout moment incommensurablement plus puissante que l'armée soviétique, qui a toujours été un peu gonflée dans l'esprit des Occidentaux. Une autonomie énergétique absolue, puisque l'Amérique est productrice de son énergie sur son sol. Et donc c'est cette Amérique qui en elle-même n'a pas besoin du monde, qui a été appelée à l'aide par l'ancien monde et en particulier par l'Europe. Donc il y a un rapport là de dépendance qui est en défaveur de l'Europe. C'est l'Europe qui a besoin des États-Unis. Et puis petit à petit, je dirais une sorte de système, je ne sais pas si on doit dire impérial, semi-impérial, quasi-impérial, se met en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel l'Amérique, je veux dire, affirme sa prise sur une bonne partie de l'ancien monde, en particulier en Europe
et en Asie orientale, au Japon et en Corée, mais dans lequel le centre, et en particulier le pôle économique, s'affaiblit. Et c'est à partir de ce moment que progressivement, lentement dans les années 70, et puis avec une formidable accélération au lendemain de l'effondrement du système soviétique, donc à partir des années 90, le rapport de dépendance se renverse. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'ancien monde, le communisme s'effondre, les totalitarismes ont disparu, les dictatures même de la Méditerranée sont renversées, la Corée se démocratise, et on commence à pressentir que l'Eurasie, ou l'ancien monde, est en train de trouver son équilibre sans l'aide des États-Unis. Et dans ce moment même, les États-Unis se découvrent une économie très affaiblie, très dépendante des importations, avec 450 milliards de dollars de déficit commercial à partir de l'an 2000. Et on est encore là-dedans. Et donc c'est ça la dépendance de l'Amérique et la fragilité de l'Amérique, c'est que le géant autonome du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'est plus autonome. Prenons quand même quelques éléments d'actualité. Ça reste une très grande, voire la plus grande puissance économique. Ah non, économique c'est fini. C'est fini. l'Europe. C'est l'Europe la plus grande puissance économique. Alors militaire, qui n'a pas besoin de soutien logistique pour aller, par exemple, comme au lendemain des attentats du 11 septembre, en Afghanistan, oui. Ça reste quand même sur la scène internationale l'acteur majeur. Ah oui, mais attention, il ne faut pas employer tous les concepts à la fois. C'est-à-dire que l'acteur majeur, bien sûr, la plus grande puissance militaire, certainement, mais le problème, quand on essaye d'évaluer la capacité d'action militaire des États-Unis, c'est que, bon, bien sûr, aucune armée du monde ne peut se projeter logistiquement aussi loin. Mais le problème pour les États-Unis, c'est que cette armée américaine, il ne faut pas la comparer aux autres armées, il faut la comparer à la taille du monde. C'est-à-dire la planète est infiniment plus peuplée qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La plus grande partie de cette planète sait lire et écrire, et les populations sur le terrain sont incontrôlables. Et la taille de l'armée américaine n'est pas suffisante pour contrôler le monde. Je veux dire, l'armée américaine, on peut résumer en termes de capacité d'action autonome à distance, seule, c'est 12 porte-avions. 12 porte-avions, les Français sont très bien armés pour dire combien ça fait de porte-avions utilisables à chaque moment, puisque nous on en a un utilisable 6 mois par an. 12 porte-avions, ça fait 6 porte-avions utilisables. Donc la véritable capacité d'action autonome des États-Unis, c'est 6 porte-avions. On ne contrôle pas le monde avec 6 porte-avions. La vraie puissance des États-Unis, je dirais, c'est la possibilité d'utiliser les bases américaines, bases d'Allemagne, bases turques, bases en Arabie Saoudite ou dans d'autres régions, bases en Corée ou à Okinawa, au Japon, et ces bases, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire ces bases n'existent et ne peuvent fonctionner que grâce à l'existence d'un capital de légitimité des États-Unis. Les États-Unis, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre le système, c'est pour ça que les anti-américains structurels ne peuvent rien comprendre, c'est parce que le système ne fonctionne que parce que l'Amérique a eu raison et a acquis une formidable légitimité. L'Amérique a eu raison contre les totalitarismes, je veux dire de type nazi, etc., contre le communisme, et elle est sortie vainqueur des affrontements idéologiques du XXe siècle. Et au fond de nous-mêmes, et jusqu'à très récemment, il y avait une vision, qu'on le veuille ou non, consciemment, subconsciemment, inconsciemment, très positive de l'Amérique, qui légitimait la présence de ces bases en Allemagne, en Turquie, etc. Et c'est à partir de ces bases, et avec l'accord des autres, si on peut dire, que l'Amérique peut agir militairement. Mais je vous garantis que si les États-Unis continuent de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de se présenter comme un facteur de désordre dans le monde, ce qui est le cas dans l'affaire de l'Irak, et si la tension monte suffisamment, je veux dire, si les Allemands, les Turcs et quelques autres ferment leurs bases, on verra qu'il n'y a pas de puissance militaire américaine. C'est ça le paradoxe. Et donc vous dites que l'Amérique n'a plus raison. Oui. En l'occurrence, je ne vois pas comment on peut légitimer, je veux dire, ce qui se passe. Je veux dire, tout le monde sent bien qu'il n'y a pas de rapport entre la lutte contre le terrorisme, Ben Laden, l'Afghanistan, etc., et l'attaque qui est projetée contre l'Irak. L'Irak est l'un des pays, je veux dire, qui n'est pas impliqué dans cette histoire. Je veux dire, le pays le sent bien, sauf les Américains, à commencer par les dirigeants. Les dirigeants, je veux dire, savent très bien ce qu'ils font, et c'est pour d'autres raisons. Mais je veux dire, s'il s'agissait, je veux dire, ce que les Européens ou les Japonais pourraient concevoir à la rigueur comme une action légitime, ça serait, je ne sais pas, moi, une opération contre l'Arabie Saoudite.
d'où viennent la plupart des terroristes du 11 septembre. Et ça, il n'en est pas question. Donc en général, je crois que le modèle qui s'impose dans l'esprit des Européens et des Japonais, qui sont très parallèles dans cette affaire, c'est que c'est un problème de prise de contrôle des ressources pétrolières. Mais je crois que c'est aussi une erreur. On va venir à cet aspect. Donc, en tout cas, il y a un affaiblissement qui est lié, je dirais, au contexte, un affaiblissement qui est lié à un rapport de force qui n'est plus en faveur des États-Unis, mais plus structurellement maintenant, vous en disiez un mot tout à l'heure, si décomposition de l'empire américain il y a, ça part de la puissance économique et de son recul. C'est une des choses que vous montrez dans ce livre. Hein, c'est-à-dire que je ne vois pas, enfin, dans mes modèles historiques, en général, il y a des choses plus profondes que l'économie, sur les variables culturelles, le niveau éducatif, et dans un livre précédent, l'illusion économique, j'avais étudié le tassement éducatif aux États-Unis, qui explique assez largement les difficultés économiques. Mais si on s'intéresse au phénomène de puissance instantanée dans le monde, la base d'un appareil militaire, ou la base de la puissance en général, c'est la puissance économique. Je ne suis pas très original en disant ça. Et le vrai problème des États-Unis, c'est qu'ils ont vu émerger ou réémerger des puissances compétitives de taille comparable ou même supérieure. Alors, la grosse émergence, c'était le Japon, qui, au stade actuel, je sais que tout le monde parle des difficultés de l'économie japonaise, mais le problème fondamental du Japon, c'est qu'il est trop efficace dans un monde où la demande est déprimée. Donc il a une industrie trop puissante, c'est le contraire de l'armée américaine qui est trop petite pour la taille du monde. L'économie japonaise, elle, est trop grande pour la taille des marchés mondiaux tels qu'ils se présentent dans le capitalisme globalisé. Mais le produit industriel japonais, maintenant, est égal au produit industriel américain avec 2 fois moins d'habitants. Bon. Et puis il y a le monstre. Je pense que les Européens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont tout à fait obsédés par les difficultés de la construction européenne, par l'apparente pagaille du continent. Mais le monstre économique pour les États-Unis, c'est l'Europe, dont maintenant, et puis avec les extensions récentes à l'Est, qui est perçue par les stratèges américains comme une véritable menace. Ils le perçoivent comme une agression ? Oui, c'est ça qui est terrible. C'est que les Européens sont On n'arrive pas à le croire, ça. Mais oui, je ne sais pas comment dire. Si vous voulez, quand j'avais travaillé sur l'Union soviétique, j'étais tout seul. C'est-à-dire quand j'étais arrivé en disant, j'avais 25 ans, j'ai trouvé mon taux de mortalité infantile, etc. Je dis, ils sont foutus. J'étais persuadé que j'avais découvert la bombe atomique dans les statistiques, dans les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Je vivais attaché à mon manuscrit. Je me demandais si j'allais pas être traqué par le KGB. Il y avait eu Amalrik avant, qui avait fait l'Union soviétique sur Virtual en 1984, mais qui était c'était autre chose, en fait, contrairement aux apparences. Là, j'étais tout seul. Là, il faut bien voir que quand j'analyse le déclin des États-Unis, finalement, je reprends le flambeau d'une école qui était dominante aux États-Unis il y a 10 ans. C'est-à-dire que, dans les années 80, vers la fin des années 80, il y avait énormément d'Américains qui écrivaient sur le déclin relatif de l'économie et de la puissance américaine, et sur la montée des puissances européennes et japonaises. Et il y a eu une parenthèse de 10 ans, qui a été créée par l'effondrement du système soviétique, qui a créé cette espèce d'illusion dans laquelle on est, ou dont on est en train de sortir, je crois, avec la baisse du dollar qui s'amorce, l'illusion d'une toute-puissance américaine. Mais il faut bien voir qu'avant même l'effondrement du système soviétique, les Américains étaient rempli d'angoisse à l'idée d'une réémergence de l'Europe qui n'est pas simplement le problème du rapport entre le... C'est vrai je sais que les Européens ne se rendent pas compte. Ils n'y croient pas. Hein. Ils n'y croient pas, mais parce que les Européens, ils ne se rendent pas compte que leur perception des États-Unis elle-même est nostalgique. Quelle est la voiture américaine qui est vendable en Europe actuellement? Cette espèce de Chrysler un peu rétro, qui ne marche d'ailleurs que si on met dessus un moteur Mercedes. Mais les images de l'Amérique sont associées à des trucs de nostalgie, mais je ne pense pas que les Européens acceptent de voir que les produits qu'ils utilisent, je veux dire leurs automobiles, leurs trains, leurs avions, leurs télévisions, tout marche mieux qu'aux États-Unis, qui vivent dans une existence, je dirais, de meilleure qualité. Mais mon Dieu, les Américains le voient, et ça a été tellement vite pour eux. Le rattrapage a été tellement vite, et puis surtout active chez les Américains, je dirais, un sentiment, de terreur filiale. Parce que si on se remet dans l'histoire de la longue durée, je veux dire, les États-Unis sont un produit de l'Europe, fait par des immigrants
venues d'Europe, et la plupart des inventions de la modernité industrielle et post-industrielle sont européennes. Donc peut-être que, si vous êtes américain, vous dites, peut-être que nous, on est là, on est parti vers la périphérie, on venait de cette Europe qui se déchirait et qui s'est détruite par ces déchirements, et ça y est, ils arrêtent de se déchirer, ils s'unifient, puis ils semblent tout à fait aussi efficaces que d'habitude. C'est terrible, vous voyez. Mais je reconnais que les Européens sont pas très lucides sur cette question, mais les Américains voient très bien, et le ressentiment. Autrefois, il y avait une sorte de... en France, quand j'étais gamin, il y avait une sorte de ressentiment devant la richesse des États-Unis. C'était ça la source de l'anti-américanisme traditionnel. C'était cette espèce de sentiment d'être des sous-développés face à ces grands et gros Américains super nourris. En bonne santé. Voilà, en bonne santé, plus grands, je ne sais pas si on veut plus quoi, enfin plus tout ce qu'on veut. Voilà. Mais maintenant, ce genre de ressentiment se développe dans l'autre sens. Et les Européens ne le voient pas, et ils devraient le voir, parce que c'est très dangereux. Je veux dire, c'est un véritable ressentiment. Les articles qu'on lit sur l'Europe dans certaines publications américaines sont dignes de la guerre froide. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Todd, que des affaires comme les affaires Enron, les affaires WorldCom, où d'énormes sociétés américaines ont été victimes d'effondrements boursiers suite à des tripatouillages, à des malversations, est-ce que ça a fragilisé aussi la conscience que peuvent avoir les Américains de la puissance de leur propre économie? Oui, c'est ça, et c'est plus que... Enfin, c'est ça et plus que ça encore. C'est-à-dire que si on est, comment dire, les Français, on s'aperçoit qu'il y a des tripatouillages dans les comptes d'une entreprise, bon, on est au pays des fables de La Fontaine, donc, et du capitalisme d'État. Donc, bon, on est embêté, mais on s'en remet. Il y a un fond de cynisme. Aux États-Unis, les 10 dernières années ont vu le développement d'une sorte de néo-idéologie. Enfin, c'est un paradoxe, puisque dans l'effondrement de toutes les idéologies, effondrement du communisme, effondrement de la social-démocratie, etc., on a vu dans cette sorte de phase finale de l'histoire des idéologies l'émergence d'une super idéologie ultra-libérale, surexcitée, avec une sorte de foi du charbonnier dans les vertus du marché, dans la dérégulation, etc. Ça a duré 10 ans, un peu plus, enfin, si on compte le temps de mise en place, et les Américains y croyaient vraiment. Les gens pensaient vraiment qu'en boursicotant, on fabriquait de la valeur. Ils pensaient vraiment qu'en spéculant sur les matières premières plus rapidement que les autres, on fabriquait de la valeur. Ils croyaient vraiment aux nouvelles technologies. Je veux dire, ils croyaient vraiment qu'un ordinateur portable, ça coûtait plus cher en soi qu'une automobile bien conçue, enfin des trucs comme ça. Et là, il y a une sorte de truc de révélation, et je crois qu'il faut le voir pas simplement, alors bien entendu, c'est un problème pour les Européens, en particulier pour les classes dirigeantes européennes et les riches d'Europe qui investissent aux États-Unis et qui se rendent compte que tout l'argent investi aux États-Unis sera perdu, ou une bonne partie, qui vont se faire plumer. Mais pour les Américains eux-mêmes, en interne, c'est une crise idéologique. Et c'est très important. Je pense que j'insiste pas assez là-dessus dans le livre, ça m'apparaît de plus en plus nettement. Et je me demande si j'ai pas fait un peu le même genre de sous-estimation de l'ampleur des choses que j'avais fait sur la Russie. C'est-à-dire que j'avais prédit correctement l'effondrement du communisme, mais je n'avais pas senti à quel point l'effondrement de l'idéologie communiste désorganiserait la Russie, parce que c'était une idéologie structurante. Et j'avais certainement pas prévu les 10 années très dures que la Russie vient de vivre. Et je pense que de la même manière, c'est comparable d'après vous. C'est pas la même échelle. Symboliquement C'est pas la même échelle. Le capitalisme est par nature quelque chose d'infiniment plus souple. Il ne s'agit pas du tout. On ne peut pas imaginer, comme en Russie, une chute de 50% du produit intérieur brut. Mais les Américains, je veux dire, si le dollar s'effondre, ou s'il continue à s'effondrer, compte tenu de leur dépendance aux importations, alors si le dollar s'effondre, c'est parce que les riches du monde entier cessent de placer leur argent aux États-Unis, puisque le déficit commercial est financé par des importations de capital. C'est la beauté du système. C'est-à-dire les riches du monde entier mettent leur argent aux États-Unis, ou le mettaient jusqu'à très récemment en croyant le mettre en sécurité, puis cet argent se dispersait comme par magie dans l'économie américaine et servait, ces 10 dernières années, à la consommation courante de l'ensemble du peuple américain. Donc tout était dilapidé. Mais si cette
si ce mécanisme s'arrête et que les importations ne peuvent plus être financées, je veux dire, les Américains vont devoir encaisser une chute de 15 à 20% de leur niveau de vie quand même, ce qui est considérable. Et alors sur quels indicateurs, là on voyait l'importance de la croyance symbolique, je dirais aussi, Ouais. dans la puissance du capitalisme, dans sa force, comme idéologie, comme clé de voûte aussi intellectuelle et presque morale. Sur quels indicateurs est-ce que vous vous appuyez également pour chiffrer, je dirais, le déclin économique des États-Unis? Je crois qu'il faut vraiment, il y a toutes sortes de débats entre économistes ou pseudo-économistes, et pour moi souvent les pseudo-économistes sont les gens qui pensent être des économistes, hein. Donc sur qu'est-ce que c'est Il y a du monde, hein. Oui, voilà, qu'est-ce que c'est que le produit intérieur brut, vous savez, souvent dans la presse on lit des trucs extraordinaires ces jours-ci, on lit, il y a une époque, peut-être c'est fini maintenant, peut-être que les gens ont percuté, ont fini par ajuster, mais au moment de l'affaire Enron Anderson, quand on s'apercevait que les comptes de plein d'entreprises étaient trafiqués, etc., on voyait dans la presse des articles qui disaient des choses du genre oui, évidemment, c'est embêtant, ces comptes d'entreprises trafiqués, mais d'un autre côté, regardez, cette année, la croissance du produit intérieur brut américain a été très supérieure à celle de l'Europe, sans se rendre compte que le produit intérieur brut se calcule en faisant l'agrégation des comptes des entreprises. Donc, quelque part, le produit intérieur brut est peut-être fictif. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Et puis, c'est compliqué, parce que le produit intérieur brut, ça agrège des productions dont on peut vérifier l'existence. Je veux dire, une automobile, ça marche plus ou moins bien, mais on sait que ça existe. Services financiers, services domestiques, tout ça. Donc, moi, vraiment, je pense que dans ce dernier livre, j'ai fait le saut. Et je me dis que les seules choses dont on sait qu'elles ont de la valeur, c'est celles qui sont susceptibles d'être échangées sur les marchés internationaux. Les rapports de puissance entre nations, entre économies, s'établissent sur la base des échanges. Et ce qui compte, c'est les échanges extérieurs, qui sont un peu comme une sorte de... C'est les échanges extérieurs qui permettent une radiographie de l'état interne de l'économie, plutôt que les statistiques intérieures. Et qu'est-ce qu'elle indique, les statistiques, en l'occurrence, elle indique que les États-Unis sont passés, entre 90 et 2000, de 100 à 450 milliards de déficit commercial, qui vont vers 500 milliards. Ce déficit commercial est intéressant aussi dans ses aspects qualitatifs. C'est-à-dire qu'on voit que les États-Unis sont en déficit face à presque tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de pays avec lesquels les États-Unis dégagent un excédent. Même un pays, c'est celui que je cite le plus souvent, parce que c'est aberrant. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine était déficitaire dans ses échanges avec les États-Unis. Maintenant, l'Ukraine, qui est vraiment l'un des systèmes qui marche le plus mal au monde, est excédentaire dans ses échanges avec les États-Unis. Et puis, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le déficit remonte des biens de technologie moyenne vers les biens de haute technologie. C'est-à-dire ça a commencé par les automobiles, avec le Japon notamment, et puis les meilleures marques allemandes. Et puis maintenant, ça remonte à travers l'électronique. Et en fait, ça atteint l'aéronautique, bien sûr, puisque ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pas l'affirmation de la puissance militaire américaine en Irak. Ce qui restera de la période, c'est l'écrasement de Boeing par Airbus et, comment dire, le passage au second plan de l'aéronautique civile américaine. Alors ça, c'est vrai qu'on voit une lutte titanesque à chaque grande commande Mais encore une fois, annoncée. je reviens là-dessus, les Européens ne voient pas la réalité du monde. Je sais qu'il arrive que de fusée Ariane se casse la figure, mais quand les Européens ne voient pas, ou peut-être qu'ils ne voient que les ordinateurs portables ou ces choses-là qui correspondent déjà à une révolution technologique assez ancienne, mais ils ne voient pas que la majorité des satellites de télécommunications sont mis dans l'espace par eux, par la fusée Ariane. Ils ne voient pas que pour l'équipement en téléphone portable, les Américains sont très en retard sur les Européens. Que là où Nokia fait 35% du marché, Motorola, firme américaine, fait 10%. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on ne voit pas. Mais je vous interromps. Oui, mais pour la Silicon Valley, ça c'est quand même, s'il reste qu'un seul mythe, c'est celui-là. Enfin, je veux dire, de toute façon, ce qu'on est en train de gérer, plutôt, c'est le retour de tous les gens qui sont allés dans la Silicon Valley. Donc chaque pays, je veux dire, a des sortes de rapatriés de la Silicon Valley. Donc on a des jeunes chercheurs et entrepreneurs brillants comme ça qui reviennent en France. Mais le problème se pose en Allemagne, en Inde. C'est pas les rapatriés d'Algérie, mais c'est les rapatriés de la Silicon Valley. Mais je pense qu'on n'a pas bien vu, c'est que l'informatique, c'est plusieurs secteurs. Et je pense que les Américains sont forts, ont été forts et restent forts dans un secteur très particulier de l'informatique. Je dirais que est l'informatique la plus abstraite et la plus de consommation. C'est-à-dire c'était les ordinateurs portables, le domaine d'Internet. Et on ne voit pas
que l'informatique, dans sa masse, ça n'est pas que ça. Je dirais peut-être que le plus important, c'est l'informatique, embarquée. Je veux dire, les avions sont bourrés d'informatique. Les automobiles vont de plus en plus être bourrés d'informatique. Les machines à commande numérique, les biens d'équipement, fabriqués plutôt en Allemagne, etc., c'est bourré d'informatique. Et je crois qu'il y a toute l'informatique dans laquelle les Américains ont excellé, c'est la plus superficielle et la plus visible. Et que les caméras numériques, etc., c'est de l'informatique aussi. Mais de l'informatique qui s'incarne, et qui contrôle la matière et les objets. Alors Emmanuel Todd, on voit bien les enjeux, disons, de la crise et du déclin économique des États-Unis. Vous avez cité tous les exemples, effectivement, de la lutte entre Airbus et Boeing, lutte perdue par les Américains, la question même de l'informatique et de sa place aujourd'hui, de la place de l'informatique américaine sur le marché mondial. Là, on a des indicateurs. Vous citez dans votre livre un certain nombre de chiffres, de tableaux, de statistiques très précises, mais sur la crise, je dirais, intellectuelle des États-Unis, sur le déclin intellectuel, moral et peut-être même politique, est-ce que vous avez des éléments, je dirais, forts pour montrer que ce modèle-là est en crise? Je crois qu'il y a deux problèmes. C'est toujours les États-Unis par rapport au monde. Je crois que l'un des problèmes paradoxaux qu'avait déjà bien senti Fukuyama, finalement, qui est un type qui n'a pas été pris très au sérieux à Paris, mais on a eu tort, c'est que la généralisation des modèles démocratiques a posé un problème aux États-Unis. C'est-à-dire que le rapport des États-Unis au monde, c'était aussi une Amérique démocratique et libérale qui a réussi, pas simplement parce qu'elle est démocratique et libérale, mais parce qu'elle a réussi à être ça, en étant stable et efficace économiquement, face à un ancien monde ravagé par les totalitarismes. Et Fukuyama a très bien senti que l'effondrement du communisme et des dictatures ouvrait une ère dans laquelle il n'était plus clair que les États-Unis étaient exemplaires. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin. Enfin, moi, je vais plus loin carrément, puisque je dis que la dynamique démocratique est positive dans l'ancien monde, y compris dans des pays comme l'Iran, qui, après la révolution communiste, sont en train d'entrer dans la modernité démographique et bientôt politique, certainement. Alors qu'aux États-Unis, et aussi dans des pays comme l'Angleterre et la France, dans les lieux de naissance de la démocratie libérale, la dynamique démocratique est négative. C'est-à-dire qu'on voit l'émergence de structures clairement oligarchiques, je dirais oligarchiques de masse, même si c'est un peu bizarre comme formulation, puisque c'est les 20% supérieurs de la population, supérieurs parce qu'ils ont fait des études supérieures et qu'ils ont de bien meilleurs revenus, qui contrôlent le système. Et on voit de plus en plus des phénomènes électoraux très étranges. Alors, en ce moment, il semble qu'il y ait une compétition ouverte entre la France et les États-Unis pour l'étrangeté des processus présidentiels, puisqu'on n'est pas trop sûr que Bush ait été élu. Et puis nous, on a un président qui a été trop élu, d'une certaine manière. Mais je veux dire, c'est clair qu'il y a un dérèglement du processus démocratique. Donc, dans cette dimension, l'Amérique n'est plus unique et surtout, elle n'est pas tellement exemplaire. Et donc, on voit, et ça se complique du fait que les rapports que l'Amérique avait établis avec le monde, à l'époque de la lutte contre le communisme, étaient souterrainement beaucoup des rapports militaires. Donc, ce qui reste de rapports entre les États-Unis et le monde, si tout le monde se démocratise, ça va être les rapports entre appareils militaires, services secrets, tout ça n'est pas bien clair. Donc il y a ce problème pour les États-Unis, et puis il y a le problème de la légitimité du capitalisme qui est en train de sombrer. Même à l'heure de la mondialisation. Le problème, c'est qu'on est à un tournant. Je veux dire, encore une fois, les États-Unis ne sont pas le seul pays capitaliste. Ils ne sont pas responsables de la totalité de ce qui se passe. Ils ne sont, ou ils n'étaient, que la puissance régulatrice centrale, on peut dire hégémonique si on veut, mais l'hégémonie ça peut être positif, si c'est régulateur, ça peut assurer de l'ordre, mais c'était la puissance centrale d'un système capitaliste globalisé, libéralisé, réorganisé par le libre-échange, pas un libre-échange absolu, mais assez envahissant. Et on est en train, donc c'était la légitimité du système, c'est pour ça que les riches du monde entier croyaient mettre en sécurité leur argent aux États-Unis en investissant là-bas. Et en fait, maintenant, je veux dire, en cette année ou en ces années, une sorte de tournant, on pourrait dire 2002, 2003, on est dans un tournant où le capitalisme globalisé est en train de montrer ses limites. C'est-à-dire qu'il y a... Alors la critique habituelle du capitalisme globalisé, c'est la montée des inégalités. Tout ça est parfaitement admis par la théorie économique. Mais le vrai problème du capitalisme globalisé, c'est qu'il revient à la vieille contradiction du capitalisme. Alors je sais que ce n'est pas la mode, puisque plus personne
marxiste, c'est une super grosse insulte. Keynésien, on ne sait pas trop si on est dans le passé ou dans l'arrière-passé quand on est keynésien. Moi, je me définis comme un keynésien de centre-gauche, assez modéré. Mais la réalité des choses, c'est que, si vous voulez, le monde avait trouvé son équilibre après la guerre en établissant à l'intérieur des cadres nationaux un équilibre production-consommation. C'est-à-dire que les gens s'étaient habitués à laisser filer les salaires à la hausse dans le cadre des nations, ce qui permettait disons, aux ouvriers, aux milieux populaires, d'absorber par la consommation les gains de productivité, la croissance de la production. Et le capitalisme globalisé a cette particularité, il y a des effets positifs au début, il faut être pragmatique dans ce domaine, mais c'est que finalement les entreprises s'habituent à ne plus produire pour un marché intérieur, mais pour le monde entier, et se mettent à considérer que les salaires qu'elles versent ne sont pas, je dirais simplement, ne sont pas d'une part des salaires à un coût, et d'autre part une contribution à la formation de la demande pour l'économie nationale, mais les entreprises commencent à considérer les salaires comme un coût pur. Et donc si elles font ça, l'entreprise capitaliste, légitimement, comprime ses coûts. Et donc si toutes les entreprises du monde, dans tous les pays du monde, se mettent à comprimer leurs salaires, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un déficit de la consommation à l'échelle mondiale. Alors ça prend du temps, il y a des cycles. Alors la forme que ça prend maintenant, on sait, c'est les taux de croissance baissent, il y a des accès de récession de plus en plus fréquents. Donc une fois c'est l'Europe qui est en panne, puis le Japon ou les États-Unis. Et en fait maintenant, je crois qu'on est en train d'arriver, je veux dire, au point mort du système. On a pour la première fois, depuis l'après-guerre, on a les trois pôles de la triade, c'est-à-dire l'Europe, le Japon, les États-Unis, qui sont en quasi-stagnation sur le plan industriel ou même en récession, en même temps et dans un contexte où les politiques de relance monétaire ne fonctionnent plus, puisque tous les taux d'intérêt réels tendent vers zéro. Et donc on est vraiment, je veux dire, ça paraît drôle, parce qu'il y a 10 ans, c'était l'effondrement du communisme, et donc on se disait, c'est le triomphe du capitalisme. Et je reconnais que c'est un peu étrange, 10 ans après, de dire, ben ça y est, le capitalisme est en crise à l'échelle mondiale, surtout que c'est dans un total de déficit de réflexion intellectuelle, et le cœur de ce système, c'est les États-Unis, donc le pays qui va être délégitimé par cette crise, c'est les États-Unis. Et comment se pense aux États-Unis même, à la fois dans la science économique, mais dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, l'après de cette crise-là? Mais il n'y a pas de pensée. Si vous lisez les manuels d'économie internationale publiés aux États-Unis, ce que j'avais fait assez intensément à une certaine époque, il y a certaines critiques du capitalisme globalisé qui sont concevables, je veux dire qui sont même universellement là. J'évoquais tout à l'heure la montée des inégalités, au moins dans une première phase de l'ouverture aux échanges, mais la question du déficit de la demande dans l'économie globalisée n'est jamais posée. C'est très curieux en fait. Comme ça, là, ça renvoie pas. Je veux dire, les Européens, les Américains ont fait un apprentissage douloureux du petit défaut du capitalisme. Enfin, moi, je pense que le capitalisme régulé est la seule forme d'économie possible. Donc, je ne suis pas un révolutionnaire dans ce domaine. Mais il faut admettre que le capitalisme a son petit problème de débouché, de demande, et qu'il faut que l'État intervienne d'une façon ou d'une autre, ou qu'il y ait des habitudes d'augmentation des salaires, des habitudes sociales, qui permettent l'absorption de la production, puisque le capitalisme est un régime progressif qui ne peut fonctionner sans progresser. Donc c'est vraiment très impressionnant sur le plan historique. Je veux dire, les Occidentaux ont appris dans la douleur ce problème. Il y a eu la crise de 29. La crise de 29 a ouvert la voie au nazisme, à la Deuxième Guerre mondiale, etc. On a mis en place une réflexion. Le sommet de cette réflexion, ça a été la théorie générale de Keynes. Et c'est très très impressionnant de voir comment tout ça a été oublié. Je veux dire, là, il y a un phénomène d'amnésie, mais ça, ce n'est pas un problème économique. Je dirais que c'est un problème pour les moralistes ou pour les philosophes de l'histoire. Et donc, on en arrive, ce n'est pas une critique de l'économie, c'est une critique de la raison humaine. Et à ce stade, je recommande la lecture plutôt des moralistes français du XVIIe siècle que la lecture, parce que la théorie, on l'a. Je veux dire, on n'a qu'à relire Keynes, c'est pas très compliqué. Keynésien, Emmanuel Todd, vous pouvez repréciser rapidement? Keynes, c'était un économiste anglais, qui a publié son ouvrage majeur dans les années 30, qui n'était lui-même pas un révolutionnaire, qui avait fait d'ailleurs un début de carrière assez conformiste, et qui a fini par admettre finalement que le capitalisme devait être protégé contre ses idéologues, et qui ne pouvait pas fonctionner
sans un minimum d'intervention de l'État. Et que l'État, dans les phases, je dirais, d'insuffisance de la demande, devait réinjecter de l'activité dans l'économie. Et donc le Keynes de la maturité avait compris et admis que la politique monétaire ne suffisait pas et qu'il fallait l'action de l'État. Cela dit, honnêtement, c'est la théorie, parce que malheureusement pour l'humanité entière, la pratique était venue avant la théorie, et tout ce que recommandait Keynes dans ses livres avait déjà été réalisé en pratique par Hitler dans l'Allemagne nazie. Et à l'heure de la mondialisation, c'est plus une référence... Tout est oublié maintenant, tout est oublié, c'est-à-dire c'est une leçon, c'est des leçons du passé qui ont été oubliées. Mais alors, cet aveuglement, je dirais, il s'exprime comment dans le cadre de la crise américaine, parce que Mais actuellement, je crois qu'on est vraiment, et c'est pour ça que la situation est quand même assez préoccupante au-delà de l'affaire irakienne. Pour l'affaire irakienne, c'est une manifestation fondamentalement dans le livre de la volonté des États-Unis de rester au centre du monde et de l'Eurasie, alors qu'ils sont en train d'en perdre le contrôle. Donc ne pouvant agir contre les Européens, ne pouvant agir contre les Japonais, ayant renoncé à briser la Russie, ils font du micro-militarisme théâtral contre des pays faibles, l'Irak, et pas tellement pour le contrôle, je dirais, de leur pétrole. Oui, parce que pour vous, l'axe du mal, c'est l'axe des faibles. C'est l'axe des faibles. C'est-à-dire la caractéristique commune à Cuba, à la Corée du Nord et à l'Irak, c'est que c'est des pays faibles contre lesquels l'armée américaine est effectivement à l'échelle pour gesticuler ou éventuellement attaquer. Moi, je ne crois pas du tout à la rationalité pétrolière des choses, parce que qui dit contrôle effectif du pétrole dit occupation du terrain, présence militaire au sol. Et comme ce qui semble, je m'excuse de dire, je vais parler d'une façon un peu cruelle, ce qui est à la mode, c'est l'attentat suicide. On ne peut pas imaginer l'armée américaine se mettant au sol, exposée à des attentats suicides dans le monde musulman, alors qu'elle n'a déjà pas osé débarquer et faire la guerre vraiment en Afghanistan. Mais, je veux dire, ça c'est le modèle, je dirais, presque rationnel. Mais au-delà de ça, je veux dire, la crise du capitalisme a produit, et là on a avancé depuis l'époque où j'ai écrit mon livre, ça va très très vite. Je pense qu'il y a réellement, dans les classes dirigeantes, dans le gouvernement américain, un phénomène de panique devant ce qui se passe économiquement. C'est-à-dire que je veux dire, le secrétaire d'État au Trésor O'Neill a été renvoyé, il y a des discussions sur la poursuite de la politique du dollar fort, mais cette discussion sur la poursuite de la politique du dollar fort est en elle-même un signe de folie, puisqu'il n'y a pas de politique du dollar. Le dollar est resté fort, on disait en lévitation, parce qu'il y avait un afflux de capital qui n'avait pas été demandé mais qui arrivait, et il n'y a jamais eu d'action du gouvernement américain sur la monnaie. Et actuellement, ils font des plans de relance budgétaire qui n'embrayent pas. Et parce que le paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, une politique de relance keynésienne n'est pas suffisante. Parce que je veux dire, les dirigeants américains sont keynésiens. Ce que je disais, la critique que je formulais, c'était plutôt pour les Européens. Les Américains sont assez keynésiens, ils pensent en termes de demande, de relance, ils disent comment nous sommes forcés de consommer pour le monde. C'est vrai, c'est le consommateur universel, à travers le déficit commercial. Mais le problème des États-Unis, c'est qu'eux, ils ont un déficit de production. Et faire de la relance dans une économie je veux dire, qui a déjà des problèmes de déficit énergétique ou des déficits de production, ben, c'est terrible à dire, mais si vous faites une politique de relance dans un pays sous-développé, je veux dire, vous ne devez pas les faire chercher, mais dans le cas des États-Unis, mais oui, je veux dire, c'est bien sûr, c'est-à-dire qu'une politique keynésienne, c'est conçu, on est dans les années, au début des années 30, vous avez des économies industrielles énormes, américaines, allemandes, je veux dire, où tout le monde est au chômage, mais avec une énorme capacité de production. Hein, et donc, on réinjecte un peu d'argent, on investit un peu dans un budget, finalement ça s'est fait par les budgets militaires, la machine repart, parce qu'une énorme capacité de production inemployée. Mais le problème des États-Unis, c'est pas du tout ça. Je veux dire, tout le monde travaille, les capacités de production sont employées, ils ne produisent pas assez, ils importent. Donc qu'est-ce que vous voulez relancer dans un truc comme ça? Donc on n'est pas prêt d'en sortir. Je veux dire, je pense qu'on est dans une de ces situations où le conflit international et le mode de régulation économique sont étroitement imbriqués. Je pense que la véritable chose actuellement, je pense que ce qui se passe en Irak, je dirais ce qu'on pourrait appeler en anglais un sideshow. Hein, c'est vraiment les coulisses. Voilà, c'est sur le côté là. Vraiment, et que le vrai enjeu de la période actuelle, c'est le passage
de la régulation, c'est-à-dire de l'hégémonie des États-Unis vers l'Europe, ou tout du moins le partage de l'activité de régulation, parce que le problème, c'est qu'on a une activité mondiale qui est régulée, ou qui prétend être régulée, par un pays qui est en déficit de production, par un pays, je veux dire, qui a toutes sortes de problèmes, alors que la masse industrielle la plus importante, c'est l'Europe. Et donc, je crois que si on essaye de lire tous les événements internationaux à travers l'hypothèse d'un conflit montant entre les États-Unis et l'Europe, on comprend beaucoup mieux, même jusqu'à cette histoire du pétrole, puisque le pétrole du Golfe, ce n'est pas le pétrole des Américains, c'est le pétrole des Européens et des Japonais. Donc quand bien même les États-Unis voudraient contrôler le pétrole du Golfe, ça serait en vérité un acte de force, non pas contre Saddam Hussein, qui n'est pas un acteur fort, ça serait un acte de force contre les Européens et les Japonais d'ailleurs. Donc vous restez persuadé que si clash des civilisations il doit y avoir, c'est pas entre l'Orient et l'Occident, mais c'est entre les États-Unis et l'Europe. C'est là que passe la ligne de fracture de toute façon. C'est ça, c'est-à-dire que je critique un peu, je fais une revue des auteurs américains. D'ailleurs, l'un des gros efforts que j'ai fait dans mon livre, c'est de rester à l'intérieur d'un cadre conceptuel américain, finalement. Je ne cite que les auteurs américains. Ce n'est pas du tout par mépris ou indifférence aux auteurs français, c'est parce que c'est un parti pris méthodologique. Je voulais être dans une vision du monde, je dirais, et dans un mode de pensée américain. Et effectivement, je critique Huntington, donc qui a cette idée de... Lui qui a une vision très dépressive, comme tout le monde. Maintenant, ils sont tous dans un délire nationaliste. Mais à l'époque où ils écrivaient, c'est-à-dire où ils pensaient, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 90, tout le monde avait une vision, je dirais, diminuée ou diminuant de la puissance américaine. Et la vision de Huntington, c'était un système d'alliance américain réduit à l'Ouest, en fait, ou à l'Occident. Son bouquin a souvent l'air d'un pastiche de Spengler, un mauvais. Et déjà, Spengler n'est pas terrible. Enfin bon, voilà. Et moi, ça me paraît, ça c'est une... Comment dire, c'est une construction mythique. Je veux dire, la réalité des rapports de force économiques, et je dirais même des modes de vie, c'est la montée d'un antagonisme entre l'Europe et les États-Unis qui représente quand même, au-delà des rapports de force, des civilisations différentes. L'Amérique est violente, elle gaspille son énergie, elle épuise les ressources naturelles en général, elle est improductive, elle est déficitaire sur le plan du commerce international. Bon, la population, les gens sont très mobiles, il y a encore une forte religiosité, j'ose pas dire résiduelle, puisqu'elle revient dans certains groupes. Bon, les Européens, qu'est-ce que c'est? C'est les héritiers de vieilles sociétés paysannes habituées à équilibrer leurs comptes. Écologiques, je veux dire, c'est des sociétés qui se sont tapées entre 1000 et 2000 ans de pénurie avant d'arriver à la richesse. Ça crée des habitudes. Donc on équilibre les comptes extérieurs ou des choses comme ça. C'est des sociétés très peu violentes, comme le Japon. Le Japon est très proche de l'Europe sur tous ces paramètres. Il y a un enracinement au sol de la population qui est beaucoup plus fort. Il y a deux civilisations. Et ça commence, on voit apparaître dans la presse... je crois que je veux dire, l'état de la presse et de la réflexion américaine est assez navrant dans l'ensemble. Mais donc il y a des minorités pensantes et l'une des terreurs, je dirais, de la minorité pensante, c'est l'ouverture de ce groupe, la fin de l'Occident, the end of the West. C'est vraiment... Comment vous analysez justement l'atonie, vous avez employé le terme de navrant, le caractère extrêmement déliquescent du débat public, à la fois sur les questions de nationalisme, sur les questions de stratégie guerrière, sur les questions de gouvernement, de politique, de démocratie aux États-Unis, dans le sillage notamment du 11 septembre, hein, mais plus généralement? Mais je crois qu'on est confronté à toutes sortes de phénomènes, je veux dire, de réactions irrationnelles. C'est-à-dire que si on lit les articles, on va avoir... C'est pour ça que les Européens on est facilement dupes, en fait, parce que l'Amérique, à travers ses journalistes ou quelques universitaires, ce que j'appelle les militaristes de la chair maintenant, qui réclament de la puissance militaire du haut de leurs emplois universitaires, je dirais, ça projette une image magnifiée, un peu délirante de l'Amérique. Ces gens, et on parle d'hubris, je veux dire, ce concept grec de démesure et de violence mélangée. Et ça, c'est un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a toute une partie de, j'ose pas dire intelligentsia ou des journalistes américains,
qui ont réussi à se raconter. C'est un phénomène de résistance mentale. On aura besoin de thérapeutes, peut-être un petit appel à Freud, la psychanalyse en général nous aiderait à comprendre le problème des résistances. Mais il y a une sorte de résistance à la réalité du déclin qui prend la forme de l'affirmation inverse d'omnipotence. Et donc, en fait, on est confronté en pratique, vous êtes dans un cas classique de tension entre les représentations et la réalité, et ça produit des phénomènes d'hystérie. Et la fermeture au monde des élites américaines est impressionnante. Tout est interprété de travers. Ça m'avait frappé au moment où l'Allemagne a réélu Schröder, et en fait a dit non, non aux États-Unis. C'est le début de la désagrégation de l'Empire, pour moi, la sortie de l'Allemagne du système. Et la réaction de la presse américaine, c'était l'Allemagne s'isole, au moment même où dans l'esprit de tout le monde, l'Allemagne redevenait un acteur légitime, indépendant, pacifique et plus qu'estimable sur la scène internationale. Donc il y a vraiment un phénomène de décomposition mentale qui est en lui-même très inquiétant. Comment vous percevez justement, comment vous percevez la perception qu'ont ce qu'on appelle les altermondialistes aujourd'hui, tous les groupes, les associations, les mouvements qui se battent pour une autre mondialisation, le rôle crucial qu'ils accordent aux États-Unis à l'intérieur de l'Empire, pour reprendre l'expression de Tony Negri, du philosophe italien. Pour eux, les États-Unis demeurent malgré tout l'espace cardinal de l'ultralibéralisme. Oui. C'est une vision, je suis embêté je dirais presque embêté dans mes rapports avec cette mouvance, parce que je ne parle pas de Negri, que je n'ai pas lu d'ailleurs, parti pris méthodologique, pas manque d'intérêt, mais quand je pense aux gens, je ne sais pas, aux anti-mondialisations, aux gens du monde diplomatique, ou aux gens qui étaient à Florence, ou dans ces choses-là, je me sens, quoique étant moi-même plutôt modéré, je considère que le capitalisme libéralisé a vraiment été trop loin. Je crois que c'est vraiment plus possible. On ne peut pas avoir des revenus de la jeunesse qui baissent partout. Ces gens qui courent dans les rues, par définition, c'est des jeunes, puisque les vieillards ne courent pas dans les rues. Donc on sait que la jeunesse est en train de se lever. Et je dirais sur le plan psychologique et moral, je me sens assez proche de ces gens, tant que ça n'est pas violent. Mais je trouve que la représentation du monde qu'ils ont, qui se veut radicale, est en fait assez désespérante. C'est-à-dire parce qu'ils ont une vision, une vision raffarinienne du monde. Il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas. Il y a les puissants du G7, G8 si on met la Russie, et puis il y a les dominés, je dirais, les jeunes du monde développé et les pauvres du tiers-monde. Et si le monde est comme ça, s'il y a une solidarité des dirigeants du G7, G8, bien établis, etc., c'est fini. C'est-à-dire qu'il est très très clair que ce n'est pas les paysans du Brésil associés aux jeunes économiquement martyrisés d'Occident qui vont bouleverser le système. Donc quelque part, il peut y avoir une implication statique dans ce modèle. Je veux dire, l'opposition qui est perçue est très violente en termes moraux, mais ça ne mène nulle part. Alors que moi, le modèle que j'ai dans ce livre, qui est un modèle, je dirais, beaucoup moins radical dans la critique, puisque j'admets que le capitalisme, il n'y a que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça de vrai. Bon, allez, on rajoute une petite louche de régulation, on fait des protections dans des vastes régions d'échelle continentale qui permettent de faire remonter les salaires, et on ne conteste pas le droit des riches à exister quand même, donc je suis très, très modéré dans mes visions des choses, mais en fait le modèle qui est présenté a un beaucoup plus fort potentiel de déstabilisation, puisque moi ce que j'évoque c'est une division d'intérêts et un affrontement entre les riches de ce monde, entre les dominants. Donc l'affrontement entre les dominants américains et les dominants européens, c'est la possibilité d'un déblocage de la situation. C'est virtuellement la nécessité. Je veux dire, si les dominants s'affrontent, ils sont contraints de redevenir les protecteurs de leurs dominés. Donc c'est la possibilité, d'une relance démocratique, égalitaire du système. C'est un univers de beaucoup plus grande instabilité. Moins désespérant, je pense.
mais que finalement